Pas de surprise, les députés Les Républicains qui voulaient entamer une procédure de destitution contre François Hollande n'ont pas obtenu satisfaction. Une motion de destitution d'Emmanuel Macron proposée par la France. Je ne démissionnerai pas avant 2027. Non, je tords le cou à ce canard qui n'a jamais existé. Comment un président de la République française peut dire adieu à son siège en cuir de l'Élysée? Et pour ça, il n'y a que deux manières. Soit il est viré, et ça c'est la procédure de destitution, soit il rage quit, et ça c'est la procédure de démission. Pour l'instant, aucun président n'a été destitué et un seul a démissionné. Et au travers de cette vidéo, on va démystifier les deux procédures, la démission et la destitution. Et ainsi comprendre pourquoi la procédure de la France Insoumise n'avait quasiment, voire pas du tout, de chance d'aboutir. Alors contrairement à ce que certains pourraient penser, le président de la République française n'est pas enchaîné à son bureau avec un cadenas en or. Il peut quitter le navire quand bon lui semble, pour autant qu'il survive d'être à la tête d'un pays avec 68 millions d'experts en politique française. Alors, le seul président à avoir démissionné, vous le savez sans doute, c'est Charles de Gaulle. Après avoir dominé la France avec un charisme unique et des punchlines qui sont passés à la postérité, bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Le général s'est pris un nom monumental lors d'un référendum en 1969. Il faut quand même noter que le Boug a tenu tête à l'Allemagne entre 1939 et 1945, qu'il a tenu tête ensuite aux Américains et aux Anglais, mais il s'est dit la flemme de s'imposer devant le peuple français. Alors on va mettre un peu de contexte dans le contexte. Avant 1969, il y a 1968, avec notamment les fameux événements de mai 68. Alors, je refais pas l'histoire, mais il faut savoir que c'était une période d'assez grosse grogne populaire. Et donc De Gaulle, il sent déjà que le vent commence à tourner. L'amour entre son peuple et le président commence à foutre le camp. Et donc De Gaulle, qui commence à se faire vieux, dans son bureau, a une idée. Je vais organiser un référendum sur la réforme du Sénat et des régions, mais je vais en faire une immense mascarade. C'est-à-dire que bien que ce soit des sujets qui peuvent paraître relativement importants, je vais l'annoncer en amont. Si ce référendum ne passe pas, je plie bagage. Autrement dit, je perds, je me casse. Ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Et donc le référendum n'est pas réellement sur les questions qui sont posées, mais davantage un bilan général sur sa politique. Pour l'anecdote, sachez que le référendum proposait deux choses. Un, de rendre le Sénat quasiment optionnel. Et pour les régions, c'était globalement de décentraliser pas mal la France pour que les régions aient plus de pouvoir et plus d'autonomie et qu'elles puissent plus facilement adopter des politiques qui leur soient propres. Le 27 avril 1969, donc, le vote a lieu et malgré des sondages qui donnaient favorable au oui, donc au fait que le référendum passe, 80% des électeurs se rendent aux urnes et c'est le non qui passe avec 52%. La réforme est donc rejetée. Alors là, toute la France est en suspens. Est-ce que De Gaulle va tenir parole? Est-ce qu'il va vraiment quitter? Eh bien, le suspense ne se fait pas très attendre. Le lendemain, De Gaulle rédige sa lettre de démission et c'est ciao l'Élysée. Sa lettre, elle est très brève, très solennelle. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Alors le mec ne laisse même pas un préavis, mais bon, il faut dire que c'était en accord avec le personnage, c'est-à-dire efficace, classe et sobre. Il aurait quand même pu ajouter un petit bande de cons à la fin de sa lettre, je pense que ça serait passé crème, mais non, le général a quand même décidé de rester digne jusqu'au bout. Pour l'anecdote, sachez que le 10 mai 1969, quelques jours donc après la rédaction de cette lettre, le général Charles de Gaulle part en Irlande. Pourquoi ? Pour éviter d'être impliqué dans sa propre succession. C'est vraiment, après moi, le déluge. Alors, comment ça marche concrètement une démission du président de la République française? Vous vous imaginez peut-être que si demain Macron veut démissionner, il a qu'à envoyer un mail au Premier ministre avec comme objet « Je me casse » et dans le corps du mail « Ciao les losers ». Eh bien non, c'est un peu plus solennel que ça, mais c'est pas bien plus compliqué. Le président doit rédiger une lettre au président du Sénat, c'est lui qui reprend la présidence par intérim lorsque le poste de président est vacant. Et donc, si demain ça devait arriver, sachez que c'est Gérard Larcher, ce dinosaure de la politique, qui deviendrait président de la République par intérim. Et l'intérim du président, il est prévu par l'article 7 de la Constitution. Et cet article prévoit notamment 3 semaines à minima ou bien 1 mois et demi après que le président ait arrêté d'exercer ses fonctions,
une élection présidentielle est organisée. C'est tout pareil que d'habitude, sauf qu'elle arrive un peu plus tôt que ce qu'elle devait arriver. Et d'ailleurs, l'article 7 s'enclenche pour les 3 cas a priori qu'on connaît de vacances de pouvoir, c'est-à-dire soit la démission, soit le décès du président en fonction, soit la destitution. Autre anecdote encore une fois, il s'est enclenché 2 fois dans l'histoire. Une fois donc pour la démission de De Gaulle et une autre fois en 1974 lorsque le successeur de De Gaulle, Georges Pompidou, qui avait été élu lors de la campagne présidentielle organisée à la suite de la démission de De Gaulle, est décédé en plein mandat. Et donc là, l'anecdote dans l'anecdote, la personne qui a assuré la présidence à la suite de la démission de De Gaulle et du décès de Georges Pompidou, c'est la même. C'est le même gars, Alain Power, qui était président du Sénat lors des 2 fois. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que donc il a été président par intérim à la suite de la démission de Charles de Gaulle, qui s'est présenté dans l'élection présidentielle qui a suivi, qu'il a perdu face à Georges Pompidou, mais qu'il est quand même redevenu président de la République par intérim lorsque son adversaire est décédé. Et donc, en cumulé, le mec a été président pendant 108 jours sans jamais être élu. Moi quand même je trouve ça assez dingue. Alors là, la destitution, c'est l'option drama, c'est l'option irréalisable surtout. Ça reste beaucoup de la théorie parce que en pratique, c'est un peu comme l'avertissement qu'il y a sur les canettes de Red Bull de ne pas le mélanger à de l'alcool. Ça existe, mais les Jägerbombs existent et donc cet avertissement ne sert strictement à rien. La destitution est une procédure qui existe depuis aussi longtemps que la 5ème République. Mais c'est une procédure qui a été modifiée en 2007 via une réforme constitutionnelle induite par Sarkozy. Avant cette réforme constitutionnelle, qu'est-ce que nous disait la Constitution? Eh bien que le président ne pouvait pas vraiment être destitué à part s'il déclenchait la 3e guerre mondiale. Concrètement, il ne pouvait être destitué que pour haute trahison. On voit que le texte constitutionnel était un peu marqué par son temps parce que dans l'esprit du texte, ça sonne un peu pour pouvoir destituer quelqu'un comme Pétain, du genre collaboration massive avec l'ennemi. Mais maintenant, ce n'est plus le cas donc parce qu'il y a une réforme et il peut être destitué pour, je cite, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. C'est volontaire que ça soit rédigé comme ça parce que ça permet ainsi d'élargir la possibilité de destituer le président de la République. Concrètement, comment on fait pour destituer le président de la République française? Eh bien, c'est un sacré beau bordel. Alors, je vais vous expliquer tout ça, mais pas comme si on était dans un cours de droit. Ça va être un peu plus détente. Les parlementaires donc doivent d'abord rédiger une proposition qui explique pourquoi, selon eux, il a manqué à ses devoirs au sens de l'article 68 de la Constitution. La France Insoumise a déposé une proposition de destitution du président de la République. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'avait pas nommé un Premier ministre ou une Première ministre issu du rassemblement de partis majoritaires ayant récolté le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Et donc il avait manqué grandement à ses devoirs. On en pense qu'on veut, mais le contexte, c'est ça. La procédure allait enclencher avec les signatures d'au moins 10% des membres de l'Assemblée. 10% ça fait quoi? Ça fait 58 députés ou bien 35 sénateurs. Donc, pour enclencher une procédure de destitution, c'est assez facile. Il faut pas avoir un grand groupe. La France Insoumise, donc, qui fait partie du NFP, mais qui, dans le cadre de la procédure de destitution, ne représentait pas le NFP, a 72 députés élus à l'Assemblée nationale. Donc, ils remplissent largement cette condition. Ensuite, le bureau de l'Assemblée, ceux qui règlent les délibérations de l'Assemblée, c'est-à-dire qui gèrent un peu les affaires courantes de l'Assemblée, vérifient si la proposition, elle est recevable. Et pour l'anecdote, encore une fois, cette vidéo est remplie d'anecdotes. En 2016, il y avait une tentative similaire qui avait été lancée envers François Hollande. Et oui, on avait essayé de destituer François Hollande. Mais qui avait échoué à ce stade, c'est-à-dire que le bureau de l'Assemblée avait dit « Hop, 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 vraiment les gars, là, il n'y a rien. Là, vraiment, c'est vide. » Si la proposition passe, donc le bureau de l'Assemblée, et la proposition des LFI l'a passée, là, elle doit passer devant la commission des lois. La commission des lois, il y en a une à l'Assemblée et au Sénat. La commission des lois, elle a pour but d'analyser les propositions de loi avant qu'ils ne soient débattus à l'Assemblée nationale. En somme, c'est une sorte de pré-analyse qui permet de s'assurer qu'une proposition de loi ne rentre pas en contradiction avec une loi déjà en vigueur, mais aussi qu'elle permet de répondre bien à l'enjeu proposé. Et là, on peut féliciter la France Insoumise parce que leur proposition de destitution du président de la République est allée plus loin que celle de Hollande puisqu'elle a atteint la commission des lois. Mais elle s'est pris une énorme barre et elle
elle a été enterrée à cet endroit-là. Donc Macron ne sera pas destitué par la France Insoumise. Mais faisons l'exercice quand même de savoir si jamais elle avait passé la commission des lois, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien l'Assemblée nationale aurait dû adopter cette proposition aux 2/3, mais il faut savoir que la France Insoumise, ni même le NFP au grand complet, n'ont cette majorité. Donc ils auraient forcément dû faire alliance à un moment ou à un autre pour que cette proposition passe. Si elle est adoptée par l'Assemblée nationale, attention, la proposition est envoyée à l'autre chambre, le Sénat, qui va répéter le même processus. Donc reanalyse par la commission des lois du Sénat et ensuite revote. Alors là, la France Insoumise n'avait strictement aucune chance d'aboutir. Pourquoi? Eh bien parce que la gauche est minoritaire au Sénat et que LFI, la France Insoumise, n'y a strictement aucun élu. Et ça paraît encore plus impossible dans un gouvernement Barnier. Il y a des gens influents au Sénat, genre Bruno Retailleau qui était président du groupe Les Républicains, le groupe majoritaire au Sénat. Allez, rêvons en couleur tous ensemble, continuons le processus. Imaginons que donc la commission des lois du Sénat et que le Sénat ait voté en faveur de cette proposition. Là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il y a un nouveau challenger qui rentre, il y a un nouveau Pokémon qui apparaît, c'est la Haute Cour. La Haute Cour, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tribunal de la confrérie. Qui est formé par l'ensemble des députés et des sénateurs. Donc là, ils sont tous réunis et ils vont voter pour élire 11 députés et 11 sénateurs qui sont désignés pour former le bureau de la Haute Cour. Et c'est un peu eux, en fait, qui vont coordonner toute la procédure. Et ces députés-là, ils vont ensuite former une commission de 12 vice-présidents qui sont donc constitués des membres de l'Assemblée et du Sénat qui recueillent les informations avec les pouvoirs d'une commission d'enquête. C'est-à-dire qu'elle peut mener son enquête et notamment auditionner le président de la République. À la suite que toute cette structure elle est formée, la commission fait un rapport donc et elle le remet dans les 15 jours qui suivent à la Haute Cour, donc à l'ensemble des parlementaires. Donc là, si vous êtes encore là et que vous avez encore compris où est-ce qu'on en est dans la procédure de destitution, bah déjà bravo à vous, mais surtout c'est interminable. Après ça, il y a des débats publics donc sur la base de ce rapport-là, et donc ensuite il y a le vote pour l'élimination ou non du président de la République, et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une majorité aux 2/3 soit atteinte. Une majorité aux 2/3, c'est 617 députés sur 925. C'est énorme à atteindre. Ce qui demande quand même un consensus transpartisan monstrueux et qui, dans le contexte actuel, est très difficile à atteindre, voire absolument pas en fait. Mais donc voilà, ça se passerait comme ça une procédure de destitution. Donc on peut quand même applaudir dès demain la confiance de la France Insoumise de penser qu'ils arriveraient à passer à travers cette procédure. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Tout le monde était d'accord, parce que si vous avez vu ma vidéo précédente sur Macron a-t-il trahi les Français, vous savez donc que tout ce qu'il a fait, que ce soit la dissolution ou bien la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, reste dans le cadre légal. Tout ça pour dire que, à part si Macron démissionne ou s'il déraille vraiment complètement, on devra attendre 2027 pour un changement. Donc voilà, c'était le guide complet sur comment soit un président peut démissionner, soit comment on peut destituer un président de la République. Entre vous et moi, la procédure de destitution, je la connaissais pas super bien avant de faire la vidéo, et plus je travaillais, plus je me rendais compte que c'était quand même très compliqué, très difficile à mettre en œuvre. Bien que cette procédure soit longue et pénible, il faut qu'elle arrive de manière exceptionnelle. Il faut quand même que ça soit pour des raisons graves. Et il n'y a qu'une procédure qui est difficile, longue et compliquée à mettre en place qui peut nous assurer que, entre guillemets, le processus démocratique restera en place. Mais si jamais vous rêviez de voir le président de la République se faire dégager manu militari, eh bien c'est pas pour demain. Par contre, la démission, ça c'est du concret et c'est plus simple à mettre en œuvre. Pourquoi? Eh bien parce que quelqu'un qui n'a pas envie d'être là prendra sûrement les mauvaises décisions. Donc il vaut mieux qu'il se casse que plutôt il fasse n'importe quoi et nous engouffre tous avec lui parce qu'il en a plus rien à foutre. En tout cas, à travers cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses qui vous permettra de mieux comprendre le contexte politique actuel, mais aussi les institutions dans lesquelles la France évolue. Et donc bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si jamais elle t'a plu. Je t'invite en commentaire à me dire ce que tu penses de la procédure de destitution. Est-ce qu'on devrait l'alléger? Est-ce que c'est pas trop dangereux de l'alléger? Mais aussi à me dire laquelle de toutes ces petites anecdotes tu as préféré. Et tu peux être sûr que je lirai tous les commentaires avec attention. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. Merci encore beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. On se dit à très vite. Bye!